Alors après les anomalies que j'avais relevées sur la différence entre le 308 électrique et le 3008 donc électrique, c'est-à-dire qu'il y avait à peine 1000 euros d'écart. Alors heureusement qu'il y avait une remise parce que finalement là on était à plus de 3-4 000 euros sur l'électrique d'écart. Je te disais concrètement que la batterie de 53 kWh, l'autre faisait 73 et que bah, au lieu d'avoir 156 chevaux, tu avais 210 chevaux. Puis bon, à 3000, à 308, c'est pas un 3008. Et puis avec l'iCockpit qui est très joli, etc. Donc tu as un véhicule quand même plus familial, même ne serait-ce qu'au niveau du coffre, du chargement, etc., etc. Donc là, le bas blesse, c'est bah, les incohérences du 3008. Alors en allure, je te mettrai certainement des incrustations. L'allure est à 37 730 euros. Ils avaient revu d'ailleurs le prix. Mais en GT, il y a 5 000 euros pratiquement d'écart, hein, 42 140 euros, donc un peu moins de 5 000 euros. Alors sur l'allure, par rapport à l'électrique, et il n'y a qu'un moteur qu'aujourd'hui qui est proposé, il n'y a plus de diesel. L'hybride rechargeable, je pense, va être trop cher, donc franchement, next. Et donc, si on veut comparer en termes d'économie, qu'est-ce qu'il vaut mieux prendre? Eh bien, le moteur électrique de 210 chevaux quand même, par rapport à un moteur hybride thermique de 136 chevaux, on va avoir donc celui à 45 000, de toute façon tu auras 4 000 euros si tu ne l'as jamais utilisé. Si tu as le droit en plus à 7 000, alors là la question elle se pose même plus, hein, très concrètement, ça te fait le prix de l'hybride. Donc franchement, tu prends directement une électrique, si c'était moi en tout cas, très concrètement, moi je la trouve un peu chère, je prendrais plutôt une modèle Y à 43 000 euros, là dans lequel je suis. Eh oui, pro Tesla. Donc concrètement, là, on serait 45 moins 4, ça fait 41. L'autre 38, on a 3 000 euros d'écart. Donc il va falloir quand même l'amortir, ça va être un petit peu long. Là, ce qui est très intéressant sur la GT, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui aiment la finition GT. Donc la GT, c'est 47 000 euros. On va partir toujours sur le moins 4. Encore une fois, celui qui a moins 7, ça lui fait 40 000 euros. Donc elle est moins chère de 2 000 euros que l'hybride. Donc tu ne te poses même pas la question. Encore une fois, tu passes. C'est plus économique. Voilà, la voiture donc est quand même bien faite. On pourra reprocher la charge qui est assez moyenne pour une batterie NMC, le fait que c'est quand même une enclume, le véhicule est très lourd, mais bon, on n'est pas là pour ça. L'avantage, c'est de dire, est-ce qu'on prend une électrique ou est-ce qu'on prend une thermique? Donc si on revient à nos moutons sur la GT, 47 000 moins 4 000 euros, ça te l'a fait à 43 000. 43 000 euros, donc tu n'auras pas de carte grise. Par contre, c'est vrai qu'il faudra peut-être faire un investissement pour une borne, ou tu as un ami qui est électricien, tu es électricien ou tu t'y connais, donc ça va te coûter juste une prise renforcée éventuellement. Chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là. De l'autre côté, tu auras la carte grise, la peinture bleue donc qui est offerte, et après on a la même finition, c'est-à-dire que ça soit une GT en électrique ou thermique, hybride, hybride rechargeable à terme ou quoi que ce soit, même s'il y avait un diesel, ça serait pareil. La seule chose qui va changer, c'est l'économie. Donc l'autre est à 42 000, 43 000, même pas 1000 euros d'écart. Donc concrètement, tu fais 10-20 000 km et ça y est, c'est amorti. Puisque, on va dire en ville, sauf sur autoroute, et si tu prends des bornes Unity ou autre sur l'autoroute, pour le quotidien, tu vas être aux alentours des 2-3 euros. Allez, 3 euros 100 km. Sur l'hybride rechargeable, il est donné à peu près à 5 litres, 1,80 l'essence, donc concrètement, tu vas être à 10 litres, 10 euros, pardon. 10 euros moins 3 euros, ça te fait 7 euros de différence au 100 km. Donc 100, 1000, 10 000. À partir de 10 000, tu auras économisé 700 euros. Donc à partir de 10 000 km, concrètement, ta voiture sera amortie. Donc la question, clairement, chez Peugeot, tu aimes Peugeot. Tu n'es pas pro Peugeot, j'aime pas ça en fait. Tu es pro ceci, tu es pro cela. Tu aimes Peugeot, tu as envie de rester chez Peugeot. Tu as eu ta première 3008, tu as eu la deuxième. Tu aimes beaucoup la face avant, moi j'aime pas trop. Tu aimes beaucoup la face le pare-choc et se décrocher, moi je l'aime pas beaucoup. Je l'ai déjà vu donc dans cette couleur. J'ai quelqu'un donc là où je suis, donc sur 50 ans en Yvelines, qui doit travailler, donc il est ingénieur, je pense, dans le Doubs, parce qu'elle est immatriculée dans le 25, je la vois tous les week-ends depuis le mois de septembre. Je trouve que ça ne ressemble pas à une Peugeot par rapport au RCZ, la 206cc, les 207cc, la 308 qui est très jolie, la 208 est vraiment très jolie. Il faudra attendre le 5008 pour voir un petit peu ce que ça va donner. Donc concrètement, pour un véhicule moins cher parfois, si tu as 7 000 euros, ou mieux en tout cas, plus économique au bout de 10, 15, 20 000 km, hein, très facilement. En plus, si tu peux la recharger donc au travail, alors là, ça va te coûter encore moins cher, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui peuvent recharger donc au travail. Tu vas quand même passer donc
d'un moteur PureTech. On ne sait pas avec une chaîne ce que ça va pouvoir donner, hein, parce que concrètement, c'est pas parce qu'ils ont changé la chaîne que finalement elle ne va pas se décaler ou qu'il n'y aura pas d'autres problèmes. Là, tu passes quand même à 210 chevaux en électrique, c'est quand même beaucoup plus agréable. Tu auras de la régénération, ce sera vraiment beaucoup plus agréable que 136 chevaux et une batterie quand même relativement confortable. Encore une fois, ce sera la conclusion, c'est plutôt de dire que malgré sa grosse batterie, malgré beaucoup de puissance, la voiture est très très lourde, le CX est assez moyen et on s'attend finalement à des autonomies assez moyennes, un véhicule donc assez pâteau. Pareil, donc c'est un petit peu ce qu'il en revient sur les retours un petit peu qu'on a des premiers tests. Parce que une grosse batterie comme ça demande donc pas mal de poids, même si elle est en chimie, donc nickel, manganèse, cobalt, c'est des batteries qui sont un peu plus légères. Mais c'est là où on voit qu'il y a encore des efforts à faire de la part de Peugeot, puisqu'aujourd'hui, dans le modèle Y dans lequel je suis, il est plus grand, plus puissant, il est en LFP, alors que les batteries lithium, fer, phosphate, qui sont quand même beaucoup mieux en termes d'écologie que des batteries avec du nickel, du manganèse et du cobalt en plus, etc. Et en termes de stabilité, qui prennent beaucoup moins feu, même si aujourd'hui il y a la sécurité sur les NMC. Concrètement, on arrive d'ailleurs à moins cher, mais on arrive à des consommations avec une batterie de 60 kWh. C'est vraiment, aujourd'hui, on ne fait pas mieux. Ils maîtrisent la chaîne de A à Z, ce qui n'est pas forcément le cas de Peugeot. Donc il faudra peut-être attendre le vrai châssis STLA et que le groupe Stellantis nous propose comme une IC3. Une batterie LFP, 44 kWh, 113 chevaux, un moteur unique, une batterie unique. Et là, on a un véhicule qui, je pense, est clairement abouti à un prix très raisonnable. Voilà en tout cas le fond de ma pensée donc sur ce 3008. Dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi si je suis trop dur. Et puis n'hésite pas donc à pousser les vidéos, si voilà, tu veux mettre un pouce, si tu veux commenter, ça permet clairement de référencer les vidéos et de se faire connaître parce que j'ai plein de choses à dire.